Tu as déjà remarqué une chose étrange? Ce ne sont pas les gens les plus gentils qui sont le plus respectés. Et ce ne sont pas non plus les plus agressifs. Ce sont ceux qui savent s'arrêter au bon moment. Sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu dit non, puis passé les 5 minutes suivantes à expliquer pourquoi, à justifier, à rassurer, à prouver que tu n'es pas égoïste, pas dur, pas injuste. Et plus tu parlais, plus quelque chose t'échappait. Parce que sans t'en rendre compte, tu faisais exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Tu transformais ta limite en discussion. Le problème n'est pas que tu n'as pas de limite. Le problème, c'est comment tu les poses. On t'a appris que pour être respecté, il fallait être compréhensif, flexible, ouvert au dialogue. Alors tu expliques ton non comme si c'était une opinion. Tu l'argumentes comme s'il pouvait être corrigé. Et dès que tu fais ça, l'autre comprend une chose essentielle. Il y a encore de la place pour négocier. Ce n'est pas qu'on ne respecte pas tes limites, c'est qu'on ne les reconnaît même plus comme telles. Parce qu'une limite qui se justifie devient une proposition. Une limite qui se discute devient une faiblesse. Et le plus frustrant, c'est que tu sens que quelque chose cloche. Tu ressors des échanges fatigué, agacé, avec l'impression d'avoir trop donné, trop expliqué, trop cédé. Mais tu continues, parce que tu veux rester correct, tu veux éviter le conflit, tu veux être quelqu'un de bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi les limites échouent même quand elles sont justes. Pourquoi argumenter ton non te fait perdre le respect. Et surtout, 6 mots simples, pas des phrases magiques, pas des techniques agressives, qui font respecter tes frontières sans hausser le ton, sans débattre, sans te justifier. Reste jusqu'à la fin. Le dernier mot est celui que presque personne n'ose utiliser. Et pourtant, c'est celui qui met fin à toutes les discussions inutiles. Si les limites échouent si souvent, ce n'est pas parce qu'elles sont injustes. Ce n'est pas parce que tu demandes trop. Et ce n'est certainement pas parce que tu es trop exigeant. Elles échouent parce que, dans la plupart des échanges, une limite n'est pas perçue comme une limite, mais comme le début d'une négociation. Dans beaucoup de cultures, surtout les plus polies, on associe le respect à la capacité de discuter. On croit qu'expliquer, c'est être mature, que justifier, c'est être équilibré, que laisser une porte ouverte, c'est être humain. Mais socialement, cela produit l'effet inverse. Quand tu expliques ton non, tu donnes une information précise. Tu es encore engagé dans l'échange. Et tant que tu es engagé, l'autre se sent autorisé à insister. Pas forcément par mauvaise intention, par habitude, par logique. Si tu parles, c'est que la discussion continue. Si la discussion continue, c'est que la limite n'est pas ferme. Le stoïcisme éclaire ce point avec une simplicité radicale. Tu n'es pas responsable de la manière dont les autres reçoivent ta décision. Tu es responsable de la clarté avec laquelle tu la poses. Tout le reste appartient à leur interprétation. Beaucoup de gens confondent limite et justification morale. Ils pensent qu'une limite doit être défendable, raisonnable, acceptable pour l'autre. Mais une limite n'est pas un argument, c'est une position. Elle ne cherche pas l'approbation, elle pose un cadre. Et c'est précisément ce cadre que les gens respectent. Non pas parce qu'ils sont d'accord, mais parce qu'ils comprennent qu'il n'y a rien à discuter. Ce qui affaiblit une limite, ce n'est pas le ton, ce n'est pas la fermeté apparente, c'est l'ambiguïté. Dès qu'il y a ambiguïté, l'autre teste. Il reformule, il insiste, il ajuste son approche. Et sans le vouloir, tu participes à ce jeu parce que tu crois encore que ton rôle est de convaincre. Mais convaincre n'a jamais fait respecter une frontière. La clarté, oui. Les personnes qui respectent naturellement les limites n'expliquent pas plus. Elles expliquent moins. Elles n'entrent pas dans le détail. Elles ne cherchent pas à être comprises immédiatement.
Elles assument le léger inconfort qui suit une limite posée. Et cet inconfort est révélateur. Ceux qui te respectent s'adaptent. Ceux qui insistent montrent qu'ils cherchaient un accès, pas un échange. Comprendre cela est libérateur, parce que tu cesses de croire que tu fais quelque chose de mal en posant une limite claire. Tu réalises que le malaise n'est pas un échec. C'est souvent le signe que la limite est enfin réelle. Mais il reste un piège encore plus subtil, un réflexe presque automatique. Plus tu veux bien faire, plus tu affaiblis ta propre frontière. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Il y a un réflexe presque invisible qui sabote la plupart des limites. Parler pour être compris. Tu poses une frontière, puis presque immédiatement, tu ajoutes quelque chose, une précision, une raison, un contexte, comme si ta décision seule n'était pas suffisante. Et à cet instant précis, la limite commence à s'affaiblir. Pourquoi ? Parce que plus tu parles, plus tu transformes une décision en argument. Et un argument appelle une réponse, une objection, une contre-proposition. Sans le vouloir, tu invites l'autre à entrer dans ta logique. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est mécanique. Quand tu expliques, tu montres que ton non dépend encore de quelque chose, de la compréhension de l'autre, de son accord, de sa réaction. Et dès qu'une limite dépend de l'extérieur, elle n'est plus une limite. Elle devient conditionnelle. Beaucoup de personnes confondent fermeté et dureté. Elles ont peur que dire moins, c'est être froid. Que se taire après une limite, c'est être agressif. Alors elles compensent par des mots. Elles adoucissent, elles rassurent. Elles s'excusent presque d'avoir une frontière. Mais ce que l'autre entend n'est pas ta politesse. Il entend « on peut encore discuter ». C'est pour cela que certaines personnes insistent toujours avec les mêmes profils, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ont appris que chez ces personnes-là, les limites sont flexibles, argumentables, ajustables. Les stoïciens avaient une règle simple. Ce qui est décidé intérieurement n'a pas besoin d'être défendu extérieurement. Plus tu es clair avec toi-même, moins tu as besoin de mots pour le prouver. Une limite forte n'est pas celle qui convainc, c'est celle qui ne s'explique pas. Cela ne veut pas dire être fermé au dialogue. Cela veut dire distinguer deux moments. Le moment de décider et le moment de discuter. Si tu mélanges les deux, tu perds la structure. À partir de là, une chose devient évidente. Ce ne sont pas les phrases longues qui protègent tes frontières. Ce sont les mots justes, peu nombreux, sans émotion, sans justification. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Pas des techniques compliquées, pas des confrontations, juste 6 mots simples qui retirent immédiatement toute possibilité de débat. Mot 1. Non. C'est le mot le plus court et paradoxalement le plus difficile à prononcer sans l'habiller. Non fonctionne parce qu'il ne donne aucune prise. Il ne contient ni justification, ni émotion, ni ouverture. Il est complet en lui-même. Psychologiquement, il agit comme une fin de phrase définitive, pas comme une provocation, pas comme un refus agressif, comme une conclusion. Le problème, ce n'est pas le mot, c'est ce que tu ajoutes après. Dès que tu dis « non parce que », tu transformes ce « non » en point de départ. Et l'autre comprend qu'il peut intervenir, négocier, ajuster. Utilisé correctement, « non » n'est pas brutal. Il est neutre, stable. Il dit simplement « cela ne passera pas ».
Et plus tu restes calme après l'avoir prononcé, plus il est respecté. L'erreur classique est de croire qu'un non doit être compensé. Il ne doit pas l'être. Le silence qui suit est ce qui le rend fort. Mot 2. Ça ne me convient pas. Ce mot est puissant parce qu'il retire toute accusation. Tu ne dis pas que l'autre a tort. Tu ne dis pas que la demande est mauvaise. Tu dis simplement qu'elle ne correspond pas à toi. Psychologiquement, cela déplace la discussion. On ne peut pas débattre de ce qui te convient ou non. Ce n'est pas une opinion, c'est une réalité personnelle. Et la plupart des gens sentent instinctivement qu'il n'y a rien à contester. Ce mot est particulièrement efficace avec les personnes insistantes mais correctes. Celles qui utilisent la logique, la pression douce, le « tu pourrais quand même ». L'erreur serait d'expliquer pourquoi ça ne te convient pas. Dès que tu expliques, tu redonnes une ouverture. La force de cette phrase est dans sa simplicité. Tu poses ton cadre, tu restes calme et tu n'ajoutes rien. Mot 3. Je ne vais pas faire ça. Ici, on passe à un niveau supérieur. Ce mot fonctionne parce qu'il exprime une décision, pas une préférence. Tu ne dis pas « je n'aimerais pas », tu ne dis pas « ce n'est pas idéal », tu dis « je ne vais pas le faire ». Psychologiquement, le cerveau de l'autre comprend une chose essentielle. Le processus est terminé. Il n'y a plus de réflexion en cours, il n'y a plus de marge de manœuvre. Ce mot est particulièrement utile quand on te pousse à agir contre ton jugement, quand on insiste, quand on tente de t'user. Il coupe court sans agressivité. L'erreur classique est de vouloir paraître flexible après l'avoir dit. Mais une décision suivie d'un doute verbal perd sa force. Dis-le une fois, calmement, puis arrête de parler. À ce stade, tu peux déjà sentir la différence. Ces mots ne cherchent pas à convaincre, ils retirent simplement l'accès. Mais il reste encore 3 mots. Et les derniers sont ceux qui mettent fin aux discussions les plus tenaces. Mot 4. Ce n'est pas négociable. Ce mot met fin à un mécanisme très précis, le marchandage. Jusqu'ici, l'autre pouvait encore croire qu'en reformulant, en insistant, en trouvant le bon angle, il obtiendrait un oui. Cette phrase retire cette illusion. Psychologiquement, ce n'est pas négociable, ferme la porte sans la claquer. Tu ne critiques pas, tu ne te justifies pas, tu ne menaces pas, tu annonces simplement qu'il n'y a plus de discussion possible. C'est un mot difficile à utiliser parce qu'il confronte une peur profonde, celle d'être perçu comme rigide. Mais observe bien, les personnes qui respectent les limites utilisent ce mot sans agressivité. Et les personnes qui insistent, après l'avoir entendu, montrent qu'elles ne cherchaient pas un échange, mais une faille. L'erreur classique est de dire cette phrase, puis de continuer à parler. Une fois qu'elle est prononcée, le silence est obligatoire. Sinon, tu rouvres toi-même ce que tu viens de fermer. Mot 5. Je préfère en rester là. Ce mot est une sortie élégante. Il n'attaque pas la demande, il ne juge pas l'autre. Il met fin à l'échange sans tension. Psychologiquement, il est très puissant parce qu'il change le cadre. On ne discute plus du contenu, mais de la continuation de la conversation. Et tu annonces clairement que, pour toi, elle est terminée. Ce mot est idéal quand tu sens que l'échange tourne en rond, quand les arguments se répètent, quand la pression devient subtile mais constante. L'erreur serait de l'utiliser comme une invitation à revenir plus tard. Ce n'est pas une pause, c'est une clôture. Prononce-le calmement.
puis cesse d'alimenter la discussion. Mot 6. Je t'ai déjà répondu. C'est le mot le plus puissant et le plus inconfortable à utiliser. Pourquoi ? Parce qu'il révèle quelque chose que l'autre préfère éviter, la répétition. Il montre que la limite a déjà été posée, que la demande a déjà été traitée et que l'insistance n'est plus un malentendu, mais un choix. Psychologiquement, cette phrase retire toute légitimité à la pression. Elle ne discute plus du fond, elle pointe le comportement. Et face à cela, il n'y a que deux options, respecter ou s'exposer clairement comme quelqu'un qui ne respecte pas. C'est pour cela que ce mot met fin à presque toutes les discussions. Il oblige l'autre à se repositionner. L'erreur serait de le dire avec colère ou ironie. Sa force est dans sa neutralité. Constat, rien de plus. À ce stade, quelque chose devient clair. Ces mots ne servent pas à gagner un échange. Ils servent à retirer l'accès. Tu n'essaies plus d'être compris. Tu assumes d'être clair. Mais une question reste. Comment utiliser ces mots sans devenir dur, froid ou fermé ? C'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Poser une limite n'est pas un acte social, c'est un acte intérieur. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que la limite est quelque chose qu'on fait aux autres. En réalité, c'est quelque chose qu'on se fait à soi-même. Une décision de cohérence. Une ligne que tu choisis de ne pas franchir, peu importe la réaction extérieure. Les stoïciens n'utilisaient pas les limites pour contrôler le monde. Ils savaient que contrôler le monde est impossible. Ils utilisaient les limites pour rester alignés avec ce qui dépend d'eux. Leur énergie, leur temps, leur attention, leur dignité. Quand tu poses une limite avec l'intention d'être compris, tu la fragilises. Quand tu la poses pour rester fidèle à toi-même, elle devient solide. C'est toute la différence. Le respect ne naît pas de la persuasion, il naît de la stabilité. Les gens sentent instinctivement quand une limite est négociable et quand elle ne l'est pas. Pas à cause des mots utilisés, mais à cause de la posture intérieure qui les porte. Une limite posée dans le doute appelle la discussion. Une limite posée dans la clarté appelle l'ajustement. Les stoïciens parlaient de tranquillité intérieure, pas comme d'un état émotionnel permanent, mais comme d'une absence de conflit intérieur. Quand tu sais exactement ce que tu acceptes et ce que tu refuses, tu n'as plus besoin d'argumenter, tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin de défendre. C'est pour cela que les limites les plus respectées sont souvent les plus sobres. Peu de mots, peu d'explications, pas de tension. Juste une cohérence visible entre ce que tu dis et ce que tu fais. Tu ne poses pas une limite pour obtenir une réaction particulière. Tu la poses pour rester droit, même si la réaction ne te plaît pas. Et paradoxalement, c'est cette indifférence au résultat immédiat qui crée le respect à long terme. Parce que les gens comprennent que tu ne joues pas, tu n'essaies pas de gagner, tu ne cherches pas à plaire, tu existes dans ton cadre. À partir de là, les relations se réorganisent naturellement. Celles qui reposaient sur l'accès excessif se tendent ou disparaissent. Celles qui reposaient sur le respect s'approfondissent. La limite stoïcienne n'exclut pas, elle clarifie. Et quand elle est claire, elle n'a plus besoin d'être répétée sans cesse. Elle devient une évidence. Il reste maintenant une dernière chose à comprendre. Comment utiliser ces mots dans la vie réelle sans durcir ton cœur et sans te transformer en quelqu'un que tu n'as pas envie d'être. Utiliser ces mots efficacement ne dépend pas seulement de ce que tu dis, mais de la manière dont tu te tiens après les avoir dits. Beaucoup de personnes prononcent une limite correcte, puis l'annulent par leur comportement. La première règle est simple. Une limite n'appelle pas de suivi verbal. Tu poses le mot, puis tu t'arrêtes.
Le silence qui suit n'est pas un vide à combler. C'est l'espace dans lequel la limite prend sa forme. Si tu continues à parler, tu montres que tu n'es pas à l'aise avec ce que tu viens de poser. La deuxième règle concerne le ton. Pas ferme, pas dur, calme, stable. Un ton neutre est beaucoup plus difficile à attaquer qu'un ton chargé d'émotions. L'émotion invite la discussion. Le calme ferme le cadre. Ensuite, le regard et la posture. Tu ne fuis pas, tu ne fixes pas agressivement. Tu restes présent, droit, relâché. Le corps doit être cohérent avec les mots. Une limite prononcée avec un corps hésitant perd de sa force, même si les mots sont justes. Il est aussi crucial d'accepter la réaction de l'autre sans la corriger. Certaines personnes seront surprises, d'autres déçues. Certaines tenteront une dernière insistance. Ce moment est souvent le plus difficile, parce qu'il déclenche ton ancien réflexe. Expliquer, rassurer, adoucir. Résiste à ce réflexe. La limite a déjà été posée. La répéter avec d'autres mots, c'est la fragiliser. Si l'autre insiste, tu n'as pas besoin d'inventer quelque chose de nouveau. Tu peux simplement répéter le même mot ou rester silencieux. La répétition calme est un signal très fort. La structure ne bouge pas. Enfin, rappelle-toi ceci. Poser une limite n'est pas rompre le lien. Ce sont les personnes qui refusent de la respecter qui choisissent la rupture. Ton rôle n'est pas de maintenir toutes les relations à n'importe quel prix. Ton rôle est de rester cohérent. Avec le temps, tu verras un changement net. Moins de discussions inutiles, moins de fatigue mentale, plus de respect, parfois silencieux, mais réel. Parce que les bonnes personnes n'ont pas besoin d'explications. Et celles qui en demandent toujours plus ne seront jamais satisfaites. Il reste maintenant une dernière chose à poser. Une conclusion simple, mais essentielle. Le respect n'est pas quelque chose que tu obtiens en parlant mieux. C'est quelque chose que tu crées en étant clair. Quand tu poses une limite sans argumenter, tu envoies un signal simple. Tu te respectes. Et ce signal est compris immédiatement, même s'il n'est pas apprécié par tous. Tu n'as pas besoin de hausser le ton. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta valeur. Tu n'as pas besoin de convaincre. Les bonnes personnes n'ont pas besoin d'arguments. Les mauvaises n'en auront jamais assez. À partir du moment où tu retires l'accès inutile, les relations se réorganisent. Certaines deviennent plus saines, d'autres s'éloignent. Ce n'est pas une perte, c'est une mise à jour. Tu cesses de discuter tes frontières, tu cesses de t'épuiser à être compris. Tu cesses de confondre gentillesse et disponibilité illimitée. Et dans ce calme, quelque chose s'installe. Une autorité naturelle, pas imposée, pas revendiquée, simplement cohérente. Pose la limite, utilise peu de mots, puis laisse le silence faire le reste.